Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire informatif sur le programme Audace 2021 des Fonds de recherche du Québec. Je me présente, Emiliano Scanu, responsable des programmes à la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels. Et je suis aujourd'hui avec la directrice, Madame Denis Perus, justement de la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels. Donc, celui d'aujourd'hui, c'est le premier webinaire informatif du programme Audace. Le deuxième aura lieu le 24 août. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site web du programme. Et avant de commencer, j'aimerais vous informer que ce webinaire est enregistré. Donc, parce qu'après, on va le mettre en ligne sur le site web du programme, avec aussi les diapositives. Et aussi, je voudrais vous informer que vous pouvez bien sûr poser vos questions, donc de deux façons, ou en écrivant vos questions dans l'onglet, dans la section questions et réponses en bas de l'écran, donc Q et R. Mais vous pouvez aussi lever votre main. Donc, si vous levez votre main, moi, je peux vous donner la parole et vous pouvez poser votre question à vive voix. Donc, ce qui pourrait être mieux que l'écrire simplement dans le chat. On vous demanderait de poser vos questions à la fin de la présentation. Mais si vous avez des questions urgentes, des questions cruciales, donc n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Voilà. Donc, j'ai vu que vous nous entendez super, très bien. Donc, disons que je peux commencer à partager mon écran. Oui, donc un instant. Super. Donc, j'imagine que vous voyez bien la présentation. Donc, voici les plans de la présentation qui ne devrait pas durer plus que 15-20 minutes. Donc, tout d'abord, on commencera avec une introduction de ce que c'est le programme Audace, donc son esprit, les objectifs. Ensuite, on abordera différents éléments, aspects du programme, comme par exemple la composition de l'équipe, les rôles de chaque chercheur, co-chercheur, les critères d'évaluation, bien sûr, les processus d'évaluation, les documents à fournir, les dates importantes, etc., etc. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à la directrice, Madame Denis Perus, pour vous introduire au programme Audace. Oui. Donc, merci Emiliano. Donc, oui, mon nom est Denise Pérus, directrice aux défis de société et au maillage intersectoriel. Je dirais que le programme Audace a été le premier grand coup là, de ma direction qui est en place depuis 2016. Donc, peut-être un mot sur ma direction en disant que qu'on accompagne les FRQ dans le développement et la mise en valeur d'activités ou d'initiatives ou de programmes de recherche intersectoriels en lien avec les grands défis de société. Et Audace fait partie du grand défi de société qu'on appelle créativité et entrepreneuriat. Donc, c'est sûr que l'argent qui est dédié au programme Audace, donc c'est des argents qui ont été dédiés dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Puis, on a postulé, ou du moins, un des esprits de ce programme et de toutes les initiatives en lien avec les grands défis de société, c'est que la recherche intersectorielle est un puissant moteur d'innovation, et ce, dans toutes ses dimensions, non seulement technologiques, mais sociales, culturelles, esthétiques et technologiques. Donc, j'ai une petite équipe. Emiliano est un petit nouveau, mais pas si nouveau que ça, parce qu'il est là depuis janvier 2020. Donc, il a remplacé Sophie Gauthier-Claire, que plusieurs de vous connaissez. Donc, j'ai aussi Madeleine, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est Madeleine Joseph, qui est la coordonnatrice des opérations. Donc, toutes ces questions de FRQ-Net, puis toutes les questions d'opérationnalisation, ben, c'est une
C'est une personne très, très précieuse. On a aussi Marie-Pierre Cossette, qui est qui est plus dédiée à tout ce qui est volet entrepreneurial scientifique. Mais voilà, donc on a une petite équipe, mais une équipe très, très dynamique. Donc, je reviens donc à nos moutons, donc au programme Audace. Donc, Audace est à sa 5e année d'édition. C'était un peu, comme je le disais au début, le premier grand coup de ma direction, mais aussi, je dirais, des fonds de recherche du Québec, parce qu'on mettait en place un programme à la fois intersectoriel, donc qui mobilisait des chercheurs des différents secteurs couverts par les fonds, mais qui aussi donnait une grande impulsion en donnant des projets à haut risque, donc qui brisent un peu les sentiers, qui sortent des sentiers battus, donc qui sortent des démarches habituelles. Donc, il est à sa 5e édition. Donc, ça répondait aussi, je dirais, à un déficit programmatique. Donc, c'est un programme qui, au départ, lors de sa première édition, on a eu beaucoup de demandes. Et au fil des années, ça a diminué, ce qui est tout à fait normal parce qu'au départ, les gens se sont essayés et ça répondait pas nécessairement aux objectifs du programme. Parce que non seulement ça doit être intersectoriel, dans une démarche intersectorielle qu'on va Milano va vous le réexpliquer puis dire un peu c'est quoi les grands enjeux de l'intersectorialité, mais aussi qui était qu'on appelait en rupture. Je reviens encore à la CETAP, là, je sors un peu. Donc, les grands objectifs, c'est vraiment de soutenir des recherches intersectorielles audacieuses en rupture avec des approches additionnelles. Donc, on essaie de pousser les chercheurs, les chercheuses à aller au-delà des acquis qui balisent leur culture scientifique, donc qui sortent un peu de leur zone de confort, puis qui arrivent avec une nouvelle façon, de nouvelles approches, de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes, donc de nouveaux modes de pensée, mais faites de façon à travailler avec des secteurs qui ne travaillent pas nécessairement toujours ensemble. Donc, on encourage des propositions de recherche innovantes à fort potentiel de transformation. Je dirais aussi que c'est un programme, peut-être tu peux aller à l'autre diapo, Emiliano. OK. Donc, en fait, c'est un programme, comme je disais, qui est annualisé depuis l'automne 2018. Donc, on parle de projets qui explorent de nouveaux territoires de connaissances, qui établissent des collaborations inusitées entre différents domaines de recherche et ce que j'appelle, moi, des projets co-construits pour un engagement, avec un engagement de chaque discipline au départ. Donc, on mise beaucoup sur l'intersectorialité. Donc, une intersectorialité qui n'est pas seulement la réunion de 2 secteurs différents couverts par les fonds. Évidemment, ça prend ça, là, c'est comme un préalable, mais c'est au-delà de ça. C'est comme ça aussi quand on présente les demandes. Donc, important que ce soit évidemment 2 secteurs différents, mais aussi que toute l'approche de recherche dès le départ, dès la conception de l'hypothèse, la méthode, ça doit être conjoint, co-construit et intégré. Et dans le fond, quand on va évaluer le niveau d'intégration intersectorielle, ça va être important de la façon de présenter le projet, que ça soit vraiment co-construit. L'autre élément, je dirais, qui est important par rapport à ce programme-là, là, je déborde un peu, c'est que les modalités mêmes du programme sont audacieuses. Donc, non seulement dans la façon de présenter le dossier de candidature, donc c'est très, très court, vous allez voir, c'est court, mais ça demande quand même une grande préparation parce que des fois, quand plus c'est court, plus c'est difficile. Mais aussi, dans un des volets qui est important, c'est les entrevues de sélection. Donc, les gens doivent présenter, lorsqu'ils sont retenus là, pour la deuxième étape de l'évaluation, donc doivent venir présenter leur projet devant un comité international. C'est aussi l'idée qu'il y ait un comité international. Donc, voilà. Donc, l'approche, comme je disais, intersectorialité, vous l'avez vu sur la CETAP, donc 3 secteurs couverts par au moins 2 secteurs couverts par les fonds de recherche du Québec, tout à fait co-construits. Prochaine diapo. Donc, un des défis, donc, c'est de trouver un langage commun pour définir la question de recherche commune. Donc, c'est l'idée ça, c'est l'esprit de tous les programmes intersectoriels, je dirais audace, mais les programmes qu'on met de l'avant. C'est donc de briser les silos, puis c'est d'amener à combiner une diversité d'approches, donc d'arriver à composer ou à co-construire, mais en ayant des approches qui sont très, très différentes. Et l'autre élément, c'est de ne pas instrumentaliser une discipline par rapport à d'autres. Et souvent, je dis ça parce que souvent, on a tendance peut-être à instrumentaliser les arts ou les sciences humaines et sociales par rapport aux autres secteurs de la santé.
Donc, l'idée, c'est vraiment de mobiliser les disciplines de secteurs différents, mais de façon à ce que chacun y trouve son compte, mais qu'en travaillant ensemble, on arrive à développer de nouvelles approches. Bon, l'autre prochaine diapo. Donc, avant de parler de la nature du financement, puis après ça, je vais laisser la place à Miano pour qu'il décrit dans toute sa complexité le programme, mais aussi ce qu'on exige. Donc, moi, je vous réfère, parce que c'est bien beau parler d'audace, je dirais pas l'audace, bon, ça, on a eu dès la première année, mais je vous invite à aller voir les projets qui ont été financés depuis le début. Je pense que c'est une des premières, des exemples qui sont importants. On a quand même financé plus d'une soixantaine de projets depuis l'automne 2018. Puis je vous invite aussi, tout ça, tous les projets sont inclus dans la boîte à outils, hein, la liste des projets qui sont financés, mais je vous invite aussi à aller du côté, aller sur le site du scientifique en chef, au programme, à l'onglet de défis de société, entrepreneuriat et créativité. Et là, vous avez Audace, puis vous avez une série, par exemple, il y a eu une grand-messe qui a été organisée où les porteurs de projets qui ont été financés ont présenté leur projet, ils ont fait une espèce de présentation de 5 minutes, mais c'est très, très instructif. Tu as aussi les résumés des projets. Tu as aussi un article que j'ai écrit avec le scientifique en chef, le même que Jean-Pierre Vidal, qui écrit un peu tout l'esprit du programme Audace. Donc, ça va vous donner une idée là, de ce qui se fait, mais je pourrais vous donner quelques types de projets qu'on a financés. Par exemple, l'impression 3D de biomatériaux innovants comme nouvelle forme d'art écologique. Après ça, une plateforme ludique informatique pour traiter de la douleur. Le traitement des infections bactériennes sans tuer les bactéries, sans causer des résistances. Donc, vous voyez, il y a un éventail de domaines, mais je pense que je vous invite fortement à aller voir ces projets-là. Évidemment, on attend vos questions, mais je pense que c'est intéressant. Donc, je reviens encore un mouton. Donc, le financement, c'est 100 000 par année. C'est 100 000, c'est une financement de 100 000 qui peut être utilisé sur 24 mois. Donc, on vous donne le financement l'année mais ça peut être étalé sur 24 mois. Vous avez ensuite les frais indirects de recherche. Tous les postes budgétaires qui sont prévus dans les règles générales communes sont admissibles. Voilà. Donc, la cible, c'est 15, on envisage 15 projets. Le nombre limite de projets, ça va être 15 projets financés. Évidemment, c'est tous ces 15 projets qui devront répondre aux attentes du programme. Voilà, donc c'est un peu en gros là, l'esprit d'audace. Alors, écoute, je laisse Emiliano le reste, donc présenter un peu plus de détails sur nos attentes. Évidemment, la date limite pour la présentation de l'intention est quand même relativement rapprochée. C'est le 8 septembre. Puis voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce stade-ci ou on attend j'en vois pas ou Non, il n'y en a pas pour l'instant. parfait. Donc, Emiliano, je passe le Merci relais. beaucoup, Denise. Oui, donc moi, je vais entrer un peu plus dans le détail pour vraiment la préparation de la demande et la soumission, lettre d'intention, les différentes phases, etc. Donc, voici un peu la composition de l'équipe. Donc, tout d'abord, l'équipe nécessite d'un chercheur principal, donc un chercheur avec un statut 1, 2 ou 3 au sens des FRQ, donc des règles générales communes, les RGC. Ensuite, un co-directeur ou une co-directrice qui sont facultatifs, toujours avec un statut 1, 2, 3, et des co-chercheurs et co-chercheuses, ça un nombre illimité. Donc, parmi les ils peuvent avoir les titres des co-chercheurs ou des co-chercheuses, les statuts 1, 2, 3, mais aussi 4. Donc, autre statut en recherche. Vous voyez aussi que pour les chercheurs et chercheuses des collèges, il faut détenir ou une maîtrise ou un PhD ou un doctorat. Et dans les cas des professeurs à la retraite, par exemple, ou professeurs sous octroi, nous allons avoir besoin d'une lettre de l'établissement qui nous montre que, par exemple, dans les cas d'un professeur à retraité, ce professeur a toujours accès aux équipements et au soutien d'un département ou d'un centre de recherche, ou qu'un professeur sous octroi sera sous octroi pour toute la durée du financement.
Donc ici, voici représenté de manière différente la même chose. Donc obligatoire, un chercheur principal et un co-chercheur ou un co-directeur. Donc deux membres de l'équipe des statuts 1, 2 ou 3. Ou 4 dans les cas du co-chercheur en réalité, oui aussi. Et il faut que ces chercheurs proviennent des deux secteurs, au moins deux secteurs couverts par les fonds, donc nature et technologie, santé et société et culture. Et ensuite, facultatif, parmi les membres facultatifs, on peut mettre un co-directeur ou deux co-directeurs ou co-directrices, et les co-chercheurs peuvent être un nombre illimité. Ensuite, pour les rôles et responsabilités des co-directeurs ou des co-directrices, donc ils partagent à part égale avec les chercheurs principaux ou la chercheuse principale la responsabilité de la recherche. Ils doivent obligatoirement accompagner le chercheur principal lors de l'entrevue avec le comité international pour la phase 2. Après, je vous expliquerai la différence entre phase 1 et phase 2. Donc, en cas d'octroi, les co-directeurs, co-directrices seront identifiés comme coporteurs ou coporteuses du projet et ils vont entériner le rapport final au terme de l'octroi. Donc, les co-directeurs et les co-directrices ont les mêmes rôles et responsabilités d'un chercheur principal. Je vois qu'il y a déjà, les questions commencent à s'accumuler. Donc, les critères d'évaluation, trois grands critères d'évaluation. Tout d'abord, les niveaux d'intégration intersectorielle sur lesquels on a mis beaucoup l'accent. Donc, je survole très rapidement les sous-critères, donc conception et développement conjoint. Donc, il faut que vraiment ça soit à la fois l'approche des recherches, à la fois les cadres théoriques, à la fois la méthodologie soit co-construite. Donc, on ne veut pas, par exemple, voir des projets dans lesquels, par exemple, l'approche théorique et la méthodologie proviennent juste d'une discipline et il y a d'autres disciplines accessoires. Non, il faut que toutes les différentes disciplines qui participent au projet contribuent aux différents aspects du projet et du déploiement de la recherche. Ensuite, on a le développement d'une méthode innovante et la composition de l'équipe aussi. Bien sûr, il faut que ce soit intersectoriel qui montre aussi son expertise dans les domaines. Ensuite, nous avons comme critère le potentiel de rupture innovante, donc dépassement significatif des fondements, savoirs et pratiques qui régissent un champ de recherche ou des approches et méthodes qui président communément à l'objet d'une étude. On a aussi capacité du projet de sortir de la zone du connu, de rompre avec les cadres et standards dont il hérite. Ensuite, les grands critères le troisième grand critère est porter des retombées anticipées, donc retombées au sens délivrable, qui doit bien sûr bénéficier à la société québécoise. Et les retombées peuvent être à la fois scientifiques, sociales, économiques, technologiques, culturelles, esthétiques, etc., etc., ou tous ces retombées-là mises ensemble. Voilà. Donc, voici la différence entre phase 1 et phase 2, très important. Donc, la phase 1, c'est vraiment la phase de la soumission de la lettre d'intention. Donc, après, je vous expliquerai en quoi consiste, comment on remplit une lettre d'intention. Donc, cette lettre d'intention va être évaluée par un premier comité qu'on appelle les comités de pertinence. Ensuite, ce comité de pertinence fera des suggestions, des sélections et les équipes, les propositions qui seront sélectionnées seront invitées à présenter une demande en bonne et due forme. Cette demande-là, qui inclut par exemple aussi une vidéo, sera évaluée par les comités internationaux, tout d'abord de manière individuelle et ensuite en entrevue. Donc, les équipes retenues seront invitées en entrevue et donc, il y aura ces entrevues avec les comités internationaux en direct, fort probablement en visioconférence, on espère en personne. Et à la suite de cette étape-là, le comité international formulera des recommandations de financement.
Calendrier de concours, donc comme les dates, je pense que vous les savez déjà, vues sur le site web du programme, donc à noter vraiment dans votre agenda parce qu'ils sont extrêmement importantes. Donc le 8 septembre 2021, 16 heures, pas plus tard, 16 heures, date limite pour transmettre la lettre d'intention par l'établissement gestionnaire et employeur du responsable de la demande. Qu'est-ce que ça signifie cela? Signifie que ce n'est pas vous qui soumettez directement votre demande ou votre lettre d'intention au FRQ. Vous complétez votre demande sur le site du FRQ.net et vous soumettez cela, mais ensuite, c'est votre établissement gestionnaire qui va soumettre cette demande-là. Je reviendrai plus en détail dans une autre diapositive à ce sujet-là. Ensuite, après l'évaluation du comité de pertinence, le 28 octobre, vous serez invité ou non à soumettre une demande pour la deuxième phase et la date limite pour la soumission de la demande est le 1er décembre. Ensuite, au début de février 2022, il y aura l'annonce de la convocation en entrevue pour les équipes sélectionnées. Et à ce moment-là, nous, on vous dira quelle sera la semaine dans laquelle se tiendront ces entrevues-là. Donc, il serait bien vraiment de réserver plusieurs plages horaires cette semaine-là afin qu'on puisse monter un calendrier, disons, des entrevues, qu'ils puissent savoir qu'il y a une disponibilité de votre part pour passer l'entrevue. Voilà. Donc, en mars 2022, les entrevues avec les équipes sélectionnées avec les comités internationaux dans lesquels vous allez présenter votre projet. Il va y avoir des questions du comité et des échanges. Et finalement, en avril 2022, comme ça arrive d'habitude, fin avril 2022, il va y avoir l'annonce des résultats pour le programme Audace et pour tous les autres programmes des FRQ. Voilà donc les documents à fournir pour ce qui concerne la lettre d'intention. Donc, les CV abrégés uniquement pour 2 à 3 membres de l'équipe. Souvent, ça va être les chercheurs principaux avec un co-directeur et un co-chercheur, ou directeur principal, chercheur principal avec un co-chercheur ou 2 co-chercheurs. Donc, bon, vous devez joindre aussi la description du projet des maximum 3 pages. Et ensuite, bon, on aura besoin de la lettre de l'établissement dans les cas des personnes répondant au statut 1 ou 2 de la recherche, comme professeur retraité ou professeur sous octroi, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui concerne la soumission de la demande, qui va être sur invitation, je vous le rappelle, suite à la première phase de sélection. Donc, le CV abrégé va être nécessaire pour tous les membres de l'équipe. On va avoir comme obligatoire aussi la description du projet, les justifications budgétaires et un document numérique vidéo dans lequel vous pouvez montrer ce que vous voulez, bien sûr pour mettre en valeur votre projet, mais vous pouvez aussi faire une présentation PowerPoint qui est enregistrée. L'important, ce n'est pas de dépasser les 3 minutes et les 2 mégaoctets de taille. Toujours, les lettres de l'établissement sont nécessaires pour toute personne qui répond au statut 1 ou 2 en recherche, qui sont des professeurs retraités ou sous octroi. Et les justifications éthiques la justification éthique est facultative. Et de toute façon, si votre demande est acceptée pour financement, vous allez devoir fournir quand même un document éthique, un certificat éthique à votre établissement gestionnaire pour que celui-ci puisse débloquer les financements qui viennent des FRQ. Emiliano? Oui. Je t'arrête là-dessus pour la justification éthique. S'il y a des questions éthiques, il faut quand même dans leur document qu'ils parlent d'une... Oui. Mais ça ne passe pas, c'est pas, il y a pas, on ne demande pas, ça va passer devant leur comité éthique, là, si jamais il y a des questions, mais il y a quand même besoin de remplir dans la section, là, la question de la justification éthique, si jamais ces questions-là se posent là, dans leur demande, dans leur projet. Oui, mais oui, tout à fait. Merci, Denise. Donc, transmission de la lettre d'intention, donc la LI, et de la demande. Donc, tout d'abord, le candidat principal transmet cela à son établissement. Et ensuite, c'est l'établissement gestionnaire qui transmet les formulaires au FRQSC.
Pourquoi? Parce que les concours est hébergé par la plateforme FRQNet ou FRQSC. Donc, même si votre secteur habituel, c'est par exemple nature et technologie, vous devrez ouvrir une session avec l'FRQSC, donc Société et Culture, pour pour faire votre demande. Donc, c'est très important que les co-directeurs, co-directrices, les co-chercheurs et co-chercheuses identifient dans les formulaires, donnent leur consentement. Sinon, il vous sera impossible de les inclure dans votre demande. Donc, si vous avez des co-chercheurs qui participent, rappelez eux de donner leur consentement dans leur portfolio toujours FRQSC. Et il est important de savoir qu'il se peut que la date de transmission du formulaire à l'établissement gestionnaire pourrait être différente de celle fixée par le FRQ. Donc, par exemple, pour la lettre d'intention, c'est le 8 septembre, mais il se peut que votre établissement gestionnaire fixe une date plus proche, mettons le 4 septembre. Donc, très bien de vous informer, c'est très important de vous informer à cet égard-là, mais aussi de rappeler à votre établissement gestionnaire de faire la soumission de votre demande avant le 8 septembre, parce qu'aucune demande ne sera pas acceptée après les dates limites. Donc, vraiment, communiquez avec l'unité qui s'occupe de la transmission de la demande de votre établissement gestionnaire. Et je termine avec cela. Donc, on va répondre avec grand plaisir à vos questions. Je ne sais pas si, Denis, tu voulais ajouter quelque chose. Non, pas pour le moment. Je pense que c'est complet. Là, je suis en train de répondre à Mme Girard qui me posait une question sur la question de l'instrumentalisation des arts. Ou par exemple d'un secteur par rapport à un autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple on va amener la question de l'éthique ou la question de l'activité sociale, mais en fin de projet, et donc ça vient comme couvrir quelque chose, mais toutes les questions ou tous les questionnements et d'ordre technologique, mais sans mettre d'abord cette question-là, par exemple éthique, autour dans la problématisation. Concernant les trois secteurs, en fait, il y a trois secteurs. Quand on parle de trois secteurs couverts par les fonds, sciences humaines et sociales à RELET font partie, c'est le secteur qui est couvert par le fonds Société et Culture. Donc, une demande qui impliquerait des gens, par exemple, en littérature, avec des gens en sciences sociales, ne serait pas admissible. C'est-à-dire que ce serait un seul secteur qui est couvert. Donc, oui, ce serait interdisciplinaire, mais pas intersectoriel. Mais c'est seulement le secteur ce que j'appelle le secteur couvert par le fonds Société et Culture. Mais c'est vrai qu'il y a ambiguïté, il y a comme 4 secteurs, mais c'est parce qu'on n'a pas... en fait, il y a 4 grands secteurs, mais dont un des fonds de recherche couvre 2 secteurs comme tel. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je crois que oui, et j'ai vu qui ont répondu oui. Donc, ici, moi, je vois que, bon, tu as déjà répondu à la question de M. Bali, Fabio. Oui. Donc, c'est parfait. Ensuite, oui, les collaborateurs, oui, la Madame Mastalerek, parfait. Ensuite, on s'entend qu'ils ne font pas partie de l'équipe de chercheurs, ils sont comme collaborateurs. Donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir des gens à l'international. Ensuite, il n'y a pas de quota. OK, parfait, tu as répondu. Oui, l'instrumentalisation. Des postes des gens qui composent. Ah, pour les postes des gens qui composent le comité international, c'est sûr que ce sont des gens qui ont une carrière quand même exemplaire et très intersectorielle aussi. La plupart viennent du milieu universitaire, là, oui. c'est sûr, mais il peut y avoir des gens des agences de recherche, mais aussi ça, des gens en entrepreneuriat. Donc, c'est très différent selon... en fait, ce qu'on recherche dans ces comités internationaux, c'est vraiment des gens qui ont cette ouverture à l'intersectorialité. Donc, évidemment, ils ont souvent un secteur qui est dominant, là, mais par ailleurs, ils ont cette posture où il y a que, par exemple, quelqu'un qui a peut-être une dominance plus en technologie. Donc, il y a quand même toute ce que j'appelle cette approche, cette ouverture. Parce qu'il y a pas, on peut pas se replier avec des réflexes disciplinaires. Et on veille évidemment au grain, là, lorsque ça arrive, mais c'est jamais arrivé. Donc, je
je dirais que dans ces comités internationaux, puis je veux dire, les comités, par exemple, pour toute l'évaluation de la pertinence, ce sont des comités qui ne sont pas internationaux, c'est des gens du Québec, la plupart, là, mais ils ont tous cette même profil d'ouverture, hein, de posture, parce que c'est tout l'enjeu, c'est ça, c'est parce que c'est pour ça qu'on vous demande, lorsque vous rédigez votre demande, de pas vous enfermer dans un jargon, parce que un jargon disciplinaire ou interdisciplinaire. Donc, vraiment, d'arriver à expliquer votre démarche, hein, votre démarche d'intersectionnalité. Et puis, je pense que on s'assure que les comités sont ouverts et sont capables d'arriver avec des projets qui sont très, très, je dirais, c'est très éclectique. Là. Mais, euh, je dirais que les gens réussissent à trouver lorsque, par exemple, il y a ce que j'appelle l'instrumentalisation d'un secteur par rapport à un autre, ou quand c'est une approche qui est pas co-construite. Donc, on le voit très, très bien. Bon, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres éléments, mais effectivement, il y avait, là, je vois c'est ça, il y avait des gens d'agences de recherche, mais c'est pas nécessairement. Donc, c'est sûr qu'on peut aller chercher des gens qui sont en entrepreneuriat, ou, mais ça dépend. Je dirais que le dernier comité, il n'y avait pas de gens, de chercheurs en Non, d'entrepreneurs. et aussi, on demande ici s'il y a des professeurs également. Bien sûr, il y a des professeurs aussi, professeurs à Oui. la retraite ou des professeurs émérites. Mais c'est, à moi, ma connaissance, c'est tout des gens avec des PhD aussi. Donc, qui ont vraiment Oui, oui, oui. on ne va pas chercher monsieur et madame tout le monde, disons. Euh, Aussi, il y a quelqu'un qui demande, je ne vois pas les réponses aux questions de Fabio Balli. Je pense qu'il faut juste remonter les fils de la discussion et vous pouvez la trouver. OK, attends un peu. Là, moi, je ne suis pas. Est-ce qu'il y a des professeurs? OK. Là, Et donc, oui, les je suis programmes rendu existent. trop haut dans les questions. Excuse-moi, Emiliano, moi, je Alors, suis pas aussi vite que toi, là. Madame Somo, est-ce que le programme existe depuis plusieurs années? Est-ce qu'il va perdurer? Ben oui. C'est-à-dire Oui, que probablement. c'est sûr que dans le cadre de la SQRI, c'est un des programmes là, qui est phare. C'est sûr que ça fait 5 ans que le programme existe. C'est sûr que il y a quand même une baisse de la demande, ça, faut pas s'en cacher. Mais parce que la première édition, on avait reçu 216 demandes. Mais ceci dit, comme j'expliquais au départ, il y avait comme un vide programmatique. Les gens, là, ils voyaient là, déjà l'idée de travailler en intersectorialité, pas tomber en deux chaises, mais il y a eu beaucoup de demandes, je dirais, avec des dominantes santé. Mais les demandes n'étaient pas nécessairement intersectorielles au sens où on le définissait, puis n'étaient pas non plus nécessairement audacieuses. Je dis pas que c'était pas des trucs innovants, tout ça, mais c'était pas ça répondait pas aux objectifs du programme. Il y a eu quand même une baisse, mais c'est normal parce que, je veux dire, être audacieux, c'est les exigences qui sont demandées. Ben, c'est pas si évident que ça non plus, là, d'arriver avec des projets où tu combines souvent. Mais je dirais que oui, c'est un programme qui va perdurer. On a aidé aussi, à partir des projets qu'on a déjà financés, ça, ça fait partie là, de nos initiatives qu'on essaie de développer. C'est partir de projets qui ont déjà été financés, de pousser d'un cran. Il y a certains projets, on sait qu'il y a déjà des retombées ou qu'il y a une portée, mais leur donner des argents supplémentaires pour pousser d'un cran ce qu'ils ont établi. Donc, il y a ça, mais aussi peut-être d'aller à un programme encore plus, de donner un des objectifs qu'on envisage, c'est donner des bons montants, un bon montant d'argent en finance. Continuer ce programme-là, mais peut-être pour certains projets, donner un montant beaucoup plus substantiel. Mais ça, c'est dans nos cartons. Voilà. Mais c'est Et sûr que les projets, je dirais, qui sont intéressants, parce qu'on a fait quand même des analyses qu'on est en train de faire quand même un certain bilan, c'est que, faut que les gens, euh, euh, je pense qu'il faut qu'ils sortent de leur zone de confort. Je pense que là, ils ont vu un peu, je pense qu'avec les années, je dirais que les projets sont devenus, ceux qui sont là, sont financés, sont audacieux. Hein? Mais je pense qu'il y a quand même le nombre de demandes, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait 200 demandes, on s'attend, je pense qu'il va y avoir peut-être une cinquantaine de demandes. L'année passée, il n'y a pas eu tant de demandes que ça non plus. Donc, on s'attend, je veux dire, à ce que les gens posent un cran. Puis je pense que je dirais l'audace,
c'est peut-être aussi mon biais, là, mais il y a beaucoup lorsqu'on combine avec les arts. Donc, avec les arts, avec santé, il y a beaucoup de projets là, qui ressortent là, ou qui prennent vraiment des risques. Donc, on a beaucoup qui combinent art, je dirais, art et sciences. Puis ça, c'est un autre de nos cartons, là, ou en tout cas, qu'on envisage, pousse encore plus les mariages art et sciences. Et voilà. Donc, Oui. pour répondre aux questions que j'ai lues ici, donc les gens ne semblent pas voir la réponse donnée à M. Balli, mais la réponse est ici. Bonjour Fabio, non, ce n'est pas admissible. Donc, Oui. ça, je réponds à cela. Et aussi, la personne tantôt qui voulait savoir sur Audace si perdure, oui, va perdurer. Et les dates, oui, vont être plus ou moins les mêmes à chaque année. Donc, les mêmes au début de septembre, c'est la lettre d'intention. Au début de décembre, c'est la demande, etc. Donc, chaque année, ça reflète un peu l'année passée comme, en ce qui concerne Ouais. les dates. Et, Ensuite, Liliano, par rapport à Audace aussi, c'est sûr que là, on est en discussion dans le cadre de la nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Et une des idées, c'est de faire en sorte, parce que le programme Audace est quand même financé, c'est à partir d'argent qui était, il y avait comme des argents dédiés, hein, notamment à ce défi-là. L'idée, c'est de le mettre aussi, un des enjeux, c'est de le mettre dans l'enveloppe stable des fonds de recherche, parce que c'est quand même 3 fonds, même s'il est hébergé au Fonds Société et Culture, c'est un programme vraiment 3 fonds. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire taguer ça avec un budget X, tu sais, mais de le mettre dans le grand enveloppe, dans l'ensemble des programmes réguliers des fonds. et aussi, je peux continuer à répondre. Alors, Monsieur Balli dit, est-ce qu'il a toujours l'air limité à des profs seniors qui sont déjà bien placés? Non, je ne crois pas parce Non. qu'en plus, les comités internationaux le savent cela et vraiment ce qu'ils valorisent, c'est vraiment l'audace du projet. Donc, quelque chose qui sort vraiment des sentiers battus, mais aussi en soumettant un CV abrégé. Les CV abrégés, vous pouvez mettre en évidence les publications, les productions qui les plus reflètent les projets, qui sont plus en lien avec les projets que vous présentez. Donc, même si vous avez eu, mettons, un arrêt de travail ou une période mettons, à cause de la Covid, que la production a baissé, on ne le voit pas véritablement dans les CV abrégés. Parce que les CV abrégés, vous les montez comme vous préférez, justement pour mettre en évidence les éléments qui sont plus en lien avec les projets que vous présentez. Donc, non, les comités est attentif à cet aspect-là. Ouais. Et je compléterai en disant que le programme, ceux qui ont eu, c'est pas nécessairement des professeurs seniors. Il y a eu beaucoup de jeunes chercheurs qui ont eu, qui ont bénéficié de la subvention. Combien de demandes seront financées? Donc, Ouais. au niveau de la demande, tu avais dit, Denise, 15. Naturellement, Ouais. il faut que ces demandes-là se distinguent. Il atteigne une certaine cote, pardon. Donc, même si il arrive 12 demandes à l'étape de la sélection, ça ne veut pas dire qu'ils vont être automatiquement sélectionnés. Il faut quand même, elles doivent avoir de très bonnes qualités. Ensuite, est-ce que vous envisagez prolonger la durée du financement au-delà des 12-24 mois? C'est-à-dire que dans le fond, c'est la subvention peut être dépensée sur 24 mois, mais c'est sûr qu'après ça, il y a une année de prolongation. Puis dans le cas de la COVID, on a prolongé d'1 an. Mais c'est sûr que normalement, c'est 2 ans, plus une année de prolongation, puis après, on vous demande le rapport final. Ensuite, question, est-ce que vous pourriez comparer Audace et Audace Luxembourg et c'est seulement une enveloppe réservée au partenariat avec le Luxembourg? Oui, ben, Audace, c'est Audace, donc ici, Audace Québec, on peut l'appeler. Et Audace Québec-Luxembourg, c'est vraiment des équipes qui collaborent du Québec et du Luxembourg. Et là, il va y avoir 2 enveloppes. Une qui provient du FRQ et des $100,000 et une qui provient du FNR des 100,000 €. Ouais. Puis c'est 5 projets. La cible, c'est 5 projets. L'année passée, c'était la première édition. On a financé finalement un seul projet.
parce que ça ne correspondait pas aux attentes. C'est la première année. C'est sûr que le temps que les chercheurs du Luxembourg et du Québec développent des accos intenses, tout ça. Mais cette année, on va être un peu plus agressif, plus de publicité, tout ça. Il y a déjà eu des projets, mais effectivement, donc, on a une enveloppe pour 5 projets. Peut-être plus, tout dépendant, là. On voit que ça lève, mais bon. Mais c'est vraiment des enveloppes séparées. Et ensuite... Et il y a aussi peut-être aussi en jeu par rapport à ça, parce qu'on essaie de développer peut-être un audace avec la NR, tout ça, mais ça, c'est encore en discussion. Ça prend de l'argent supplémentaire. Donc, tu réponds déjà à la dernière question qui c'était, il y a des possibilités pour un partenariat Québec-France. Donc, on est en train de discuter justement avec l'ANR pour un tel programme. Tout à fait. Donc, je regarde si sous questions et réponses aussi. Donc, les questions et réponses, on a déjà répondu à celle-ci. Oui, les questions et réponses ont été répondues. Les questions dans l'onglet discussion aussi, me semble, qu'elles ont été répondues. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. De toute façon, pour des questions sur le programme, vous pouvez m'écrire. Je suis là vraiment pour répondre à vos questions. Et pour des questions plus techniques, par exemple, sur la plateforme FRQNet, sur les formulaires. Pour cela, vous pouvez contacter ma collègue Madeleine Joseph, qui est coordinatrice.